Il faut toujours un médecin dans l'assistance. C'est pour ça que nous invitons régulièrement Dominique Dupagne, qui va nous parler aujourd'hui d'inertie clinique. C'est ça, Dominique, hein? Exactement. Ouais. De quoi s'agit-il alors exactement? Alors, tout démarre par un tweet, c'est la mode en ce moment, mais c'est vrai. Je vois un tweet de mon ami Michel Arnoux qui parle de l'inertie clinique. Je lui dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et je vais voir l'article qu'il indique dans une revue qui s'appelle Consensus Diabéto. Et en fait, l'inertie clinique, c'est le comportement des médecins qui n'intègrent pas les nouveautés ou l'état de la science dans leur comportement. Ce n'est pas l'ignorance, hein, ce n'est pas je ne sais pas. Oui, ils savent. C'est je sais mais je m'en fous, ou je sais, mais bon, je résiste d'une certaine façon. Et donc, c'est l'équivalent de la résistance au changement qu'on voit beaucoup dans la démarche qualité que vous savez que j'adore beaucoup chez l'humain. Hein. Donc, tout ce qui détruit un petit peu le travail, il y a des gens qui résistent et plutôt que de prendre en compte ce qu'ils disent, on dit ah ben non, mais ça c'est de la résistance au changement et on fait des formations pour que les gens arrêtent de résister au changement. Donc, moi, je suis toujours un petit peu réticent face à ce genre de choses. Alors, clairement, il y a quand même plusieurs sortes d'inertie clinique. Alors, d'abord, on va parler plutôt de l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire la résistance à la prescription ou la non-prescription de médicaments, alors que l'inertie clinique est plus globale. Et donc, dedans, il y a la mauvaise inertie clinique, c'est-à-dire il y a des nouveautés, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie de changer mes habitudes. On est tous comme ça, on est un peu paresseux. Hein. Oui, parce qu'il faut réactualiser ses connaissances. Quand alors, même, soit parce qu'on veut pas changer son train-train, mais là, encore une fois, c'est pas de la réactualisation au sens... On est censé savoir, hein, c'est pas je ne sais pas, c'est je sais et je ne fais pas. Donc la première chose, c'est j'ai pas envie de changer. Voilà, j'ai pas envie de changer et généralement on est assez paresseux de ce côté-là. Et puis il y a l'autre chose qui est j'ai pas envie de changer parce que je pense que c'est pas une bonne idée. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait différent et tout à fait intéressant. Alors, c'est développé d'ailleurs dans l'article dans lequel il dit, oui, bien sûr, les recommandations de traitement peuvent pas s'appliquer à tous les patients, c'est général. Mais il y a une chose qu'il n'évoque pas, c'est le fait que la recommandation est peut-être pas valide scientifiquement. Pour lui, ça lui paraît évident. Mais elles viennent d'où alors ces recommandations c'est des panels d'experts, ce sont des agences qui donnent des recommandations. On devrait pouvoir s'y fier, a priori, et donc, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Et puis, son nom me disait quelque chose et je reprends un petit peu Internet, et je découvre qu'en fait, c'est un professeur des universités, mais qui a été l'objet d'un procès par Que Choisir Santé, l'Union des consommateurs, parce que dans des publications qu'il avait faites sur les médicaments du diabète... Il est diabétologue d'ailleurs lui-même. Il n'avait pas déclaré ses conflits d'intérêts. Vous savez que maintenant, quand on parle auprès du public, on doit déclarer ses conflits d'intérêts. Et donc, à l'époque, l'UFC Que Choisir avait porté plainte contre ce médecin parce qu'il ne l'avait pas fait. Mais surtout, et alors là, je tombe des nues, je découvre qu'il y avait, et ça c'est une autre information qui est récente aussi, la recommandation de traitement du diabète qui avait été faite par la Haute Autorité de Santé a été l'objet d'un recours du Formadep, l'association qui milite pour une information loyale sur la santé, auprès du Conseil d'État parce qu'il y avait trop de médecins dans cette recommandation qui avaient des conflits d'intérêts. Et en effet, le Conseil d'État a abrogé, ce qui était quand même un coup de tonnerre, la recommandation de traitement du diabète, qui était présidée par le même professeur qui nous fait un article sur l'inertie clinique. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire quand même. Donc cette recommandation, elle est tombée d'elle-même. Elle est tombée d'elle-même, mais alors le problème, et c'est l'objet d'un article de Philippe Nicot sur le Formadep qui a été publié il y a 3 jours, tout ça se passe dans un mouchoir de poche, elle est toujours utilisée en étant abrogée, c'est-à-dire qu'elle a disparu, mais le guide de traitement qui est utilisé par exemple par la Sécurité sociale pour savoir si les médecins travaillent bien, pour savoir si la Sécurité sociale est d'accord pour rembourser tel ou tel médicament chez tel patient. Ce guide, qui est lui toujours publié, qui date de 2007, n'a pas été mis à jour, fait référence à cette recommandation abrogée. Il y a même dedans des médicaments qui ont été retirés du marché parce qu'on a découvert qu'ils étaient cancérigènes. Et on les recommande encore ? Ils sont toujours dans le livre de recommandation du traitement. Donc ça devient totalement surréaliste. Et finalement, on se dit que cette fameuse inertie thérapeutique, ça peut être bien sûr le fait de médecins lents, plus ou moins incompétents, mais finalement, ça peut être aussi un signe de résistance. Et c'est peut-être pas pour rien que le mot inertie a été choisi plutôt que la résistance au changement, parce que le mot résistance est plutôt positif. Et donc, si vous voulez, la morale de ça, c'est que si votre médecin ne vous prescrit pas la dernière molécule qui a été citée dans Paris Match comme étant vraiment une révolution pour le traitement de votre maladie, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas très à la page, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui est au contraire extrêmement vigilant et qui ne se laisse pas bercer par le marketing pharmaceutique et ses courroies de transmission et qui vous protège en ne vous donnant pas les nouveaux médicaments. Oui, mais enfin, en tant que patient, c'est un peu compliqué, non, cette histoire ? On se situe où ? Alors, il faut croire qui dans cette affaire, comme toujours, face à son médecin ? La médecine, c'est une affaire de confiance. Donc, on choisit un médecin, on lui fait confiance. Mais on pourrait aussi croire qu'on fait confiance dans les institutions sanitaires. Vous savez comme moi qu'après différentes affaires, le Mediator, la grippe H1N1, la confiance dans les institutions sanitaires
se trouve à peu près entre le sol et la moquette de cette pièce, si vous voulez. Donc, et ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait que les experts sont tous étroitement associés à l'industrie pharmaceutique et que ça finit par créer des liens d'intérêt absolument terribles. Mais là, on en a une démonstration absolument extraordinaire. Et s'il fallait une preuve supplémentaire, il y a un étudiant qui a fait une thèse l'année dernière, toujours sur ces recommandations, et encore une fois, la recommandation du diabète, dont le groupe de travail était présidé toujours par le même professeur, et a montré qu'en fait, dans ces recommandations, on parlait d'autant plus d'un médicament en le valorisant qu'il y avait des conflits d'intérêts avec l'industriel qui fabriquait le médicament et le membre du groupe de travail, de façon absolument scientifique. Donc c'est un peu terrifiant, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et ça accroît encore l'insécurité que peut ressentir le patient. Alors je ne cherche pas à faire peur aux gens, je dis simplement, méfiez-vous, c'est pas parce que votre médecin ne vous prescrit pas une nouveauté, ne vous prescrit pas le dernier médicament dont on parle, que c'est un mauvais médecin. Parfois, il a peut-être raison. Oui. Et il faut lui demander pourquoi, du coup. Hein. Et on peut lui demander de justifier. Absolument. Laure Noila, je vous vois interrogative. Non, parce qu'en fait, voilà, c'est pareil partout. En fait, voilà, l'agroalimentaire, c'est pareil, les autorités. Enfin, voilà, je suis atterrée. Magali Reguezza, vous partagez cette consternation? Complètement. Ouais. Dominique Dupagne. C'est un peu triste parce que, mais comme elles le disent, c'est exactement pareil partout. C'est pareil pour le nucléaire, c'est pareil pour le climat. En fait, il y a vraiment une révolution qui se passe en ce moment, c'est qu'on a déboulonné les experts, on n'a plus confiance dans les experts. Et finalement, qui est-ce que vous invitez finalement dans votre émission scientifique? Est-ce que ce sont les experts haut placés, bardés de titres de partout? Non, souvent ce sont des gens un peu alternatifs, ce sont des gens qui peuvent venir de la blogosphère, ce sont des journalistes, parce qu'il y a une défiance que je perçois maintenant, même chez les journalistes. Avant, il y avait l'argument d'autorité, si vous voulez. Quand on publiait sur un blog quelque chose, souvenez-vous sur l'histoire du dépistage du cancer de la prostate, vous aviez les urologues unanimes qui disaient il faut absolument faire ce dépistage, et puis vous aviez des gens qui disaient mais non, c'est peut-être pas utile. Et petit à petit, les journalistes commencent à se rendre compte que la vérité n'est pas forcément du côté des experts. Ils se sont fait rouler dans la farine quand même pendant la grippe H1N1. Ouais. Et donc maintenant, ils se méfient beaucoup. Et par certains côtés, c'est une bonne chose. Et je pense que même les gens, les patients, se méfient et commencent à aller varier leurs sources d'information et ne font plus confiance aveuglément aux autorités. D'où l'intérêt à Rio d'avoir 50 000 personnes de la société civile qui essayent justement de proposer des alternatives, des boîtes à outils concrètes qui pourraient rentrer dans les politiques publiques. Et je pense vraiment que ça va venir par le bas, quoi. Mais il faut encore des experts, Dominique Dupagne, aujourd'hui ou pas Alors l'expert se présente de façon différente. Avant, on avait l'expert sur son piédestal, encore une fois, bardé de titres. Et maintenant, il y a une espèce de dilution du concept d'expert. C'est-à-dire que chacun a ses experts. Vous avez vos amis, vous avez vos contacts. Et telle ou telle personne, vous lui faites confiance dans tel ou tel domaine. Mais ça peut être quelqu'un qui est un de vos collègues ou un ami. Simplement, lui, vous savez que dans tout ce qui concerne l'informatique ou bien l'environnement, lui, ce qu'il dit est fiable. Et donc, on a chacun nos réseaux d'experts et on pense beaucoup plus réseau que pyramide de responsabilité comme avant. Et puis, il faut dire ses conflits d'intérêts aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir à qui on a affaire exactement. Ça peut servir. C'est énorme. C'est un début. Ouais. Ça ne suffit pas. Hervé Oui, Morin. c'est des choses assez complexes parce qu'on pourrait avoir confiance dans le format DEP, par exemple, et puis on s'aperçoit que certains de ses membres peuvent avoir des conflits d'intérêts dont ils n'ont pas parlé. C'est le cas de... Récemment, on a évoqué ça dans le monde à propos des Tobacco Papers qui montraient que tous les financements de certains de ces experts n'avaient pas été dévoilés. Donc ça a conduit à une démission. Moi, j'aimerais citer Jean Rostand qui dit que l'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Et on termine avec un mot, parce que j'ai vu ça cette semaine dans la presse, et je voulais absolument parler au médecin Dominique Dupagne sur le retour de la peste. Alors c'est un tout autre sujet. Le Parisien a fait une page entière là-dessus mercredi. 2 cas de peste gravissimes ont été découverts ce mois-ci aux États-Unis. La peste n'a donc pas disparu? Déjà, quand vous voyez un titre qui commence par « Et si la peste revenait ?» il faut déjà être un peu méfiant, si vous voulez. Ça sent un petit peu quand même le sensationnalisme. Oui. Donc je rappelle que la peste est une maladie transmise par des puces qui sont sur les rats, et que donc une fois que le rat est mort, la puce a faim, donc elle saute du rat, elle va bouffer celui qui est à côté, et donc très traditionnellement, c'était quand même lié au fait que les hommes dormaient avec les rats, ou en tout cas à proximité des rats. Donc il y a un problème de niveau de vie. Donc en France, on peut avoir des souris chez soi, mais si vous voulez, dormir dans des lieux infestés par des rats n'est pas courant. Alors ensuite, il y a la peste pulmonaire, c'est-à-dire que des gens gravement atteints peuvent tousser et transmettre
des microbes. Mais là aussi, on a des antibiotiques qui soignent la peste. Donc il n'y a aucune chance, bien sûr, qu'il y ait une épidémie de peste en France. Maintenant, comme toutes les maladies bizarres et les maladies rares, il y a des cas sporadiques qui peuvent survenir chez les gens au contact des rongeurs. Donc ça soigne très vous bien étonne pas qu'il y ait 2 cas comme ça apparemment, en Amérique du Nord, en plus, Mais il y a ça des cas de existe tout. de Il y a temps en même temps. du paludisme d'aéroport, des gens qui ont été piqués par un moustique qui est resté dans un avion et qui est sorti. Donc, si vous voulez, quand c'est 1 ou 2 cas, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de signification. Ce qui serait grave, c'est qu'il y ait un foyer d'épidémie locale, et ça, on en est très très loin. Bien, donc nous sommes rassurés pour le week-end, merci beaucoup. Dominique Dupagne, qui est toujours l'auteur d'un livre qui s'appelle La revanche du rameur et qui a été publié aux éditions Michel Lafon.